Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 grands formats de ma bibliothèque que je voudrais absolument avoir lus d'ici la fin de l'année. Oui, on n'est pas tout à fait en juin, c'est pas tout à fait le moment normalement où on fait des bilans, etc. Mais j'avais quand même très envie de refléter un peu mes lectures depuis le début de l'année. Et là, je trouve qu'en ce mois un peu de no-buy, je me rends compte quand même que j'ai plein de petites pépites dans ma bibliothèque et ça me fait plaisir de les sortir et j'ai vraiment un sentiment tout à fait égoïste et un petit peu superficiel, mais j'ai vraiment un petit sentiment d'accomplissement quand j'ai lu un livre qui était déjà dans ma bibliothèque depuis un moment et que je me dis allez, ça fait baisser un petit peu ma palle. Donc voilà, ce mois de mai là, je vous avais dit j'avais pas le droit d'acheter des livres sauf si j'atteins mes petits paliers personnels là de mon challenge perso, et donc j'ai lu pas mal de livres comme ça qui étaient chez moi et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc j'avais envie d'aller un petit peu plus loin en me disant il y a quand même des livres dans ma bibliothèque qui me font super envie, qui me faisaient très envie le jour où je les ai achetés, et pareil, qui pourraient potentiellement être des bonnes petites pépites. Donc je suis allée chercher comme ça 10 livres qui me font envie ces temps-ci, et mon but c'est de me dire voilà, tu en mets au moins 1 ou 2 par mois sur tous les mois de l'année qui restent, et ça sera toujours ça de moins dans ta bibliothèque à la fin de l'année. Je vous présente tout ça tout de suite. Le premier livre du coup, ça sera pas une grosse surprise, mais je vous l'avais montré il y a quand même presque un an. Donc autant vous dire qu'en effet celui-ci je ne l'ai toujours pas sorti. Il s'agit du coup de Terre brisée de Victoria Aveyard que j'ai acheté du coup d'occasion. C'est un 2/8, c'est un grand format. Je vous avouerai que ces temps-ci je me pose beaucoup la question de est-il encore vraiment intéressant d'acheter des grands formats? Non seulement parce que ça prend une place de fou, que ça pèse lourd, qu'en plus ça coûte extrêmement cher et que ça coûte de plus en plus cher. Surtout pour avoir des formats qui parfois comme ceci, alors bon celui-ci j'ai eu d'occasion donc je m'en fous, mais qui ont rien d'extraordinaire. Bon celui-ci est quand même un peu joli, mais voilà, parfois il y a vraiment des formats tout bêtes et je me dis bon, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Voilà, moi je connais des gens qui n'achètent que des poches, certains qui n'achètent que des brochets. Bon voilà, moi j'étais très fan pendant un temps de tout ce qui était les super belles éditions Ilmicrate, Fairyloot, etc. Mais maintenant qu'on a beaucoup de traductions, j'en achète plus, et puis les maisons d'édition font des grands formats très beaux, mais encore une fois, je me questionne sur est-ce que c'est vraiment important. Voilà. Le débat est ouvert. Passons à ce livre. Donc, dans ce livre, on raconte une ombre inquiétante s'étend sur Terra Vaste, mais la jeune Coraine le ressent, même la jeune Coraine le ressent, nichée dans sa petite ville au bord de la mer. Fille d'une pirate légendaire, elle découvre bientôt une troublante vérité. Elle est la dernière d'une ancienne lignée prestigieuse et le seul espoir de sauver le monde de la destruction. Mais elle ne sera pas seule, alors même que l'obscurité tombe, elle est rejointe par un groupe de compagnons improbables, un écuyer, un immortel, une assassin, une sorcière, un faussaire, une chasseuse de primes, donc ça fait du monde. Ensemble, ils vont affronter un adversaire vicieux, invincible et déterminé à réduire en cendres tous les royaumes. Franchement, je m'explique pas pourquoi j'ai pas lu ce livre. Le seul petit truc, je pense, qui pourrait être une semi-explication, c'est que je me souviens que quand il est sorti, les gens disaient que c'était pas mal, mais que c'était overlong, que c'était ultra introductif et qu'il se passait pas grand-chose. Donc c'est un peu dommage, parce que là, quand on lit la 4ème de couverture, on se dit bon bah voilà, c'est un bon young adulte comme on a l'habitude, c'est-à-dire que la nana, comme par hasard, se découvre avoir une lignée, des pouvoirs, whatever, de ouf, et doit sauver la planète. Donc normalement ça promet quand même voilà, une certaine forme d'épopée avec pas mal d'actions, mais voilà, moi je sais qu'il y a eu ces premiers retours là, et depuis j'ai hyper peur parce que c'est quand même une sacrée parasse qui nous fait quand même, je pense bien 600 pages, ouais 568 pages, donc voilà, j'avais un peu peur de ça. Néanmoins je pense que c'est un livre qui peut être très cool, donc si jamais vous avez lu Terre brisée, dites-moi. Si vous avez lu d'autres de Victoria Aveyard, parce qu'il me semble qu'elle a écrit, je vais pas dire vraiment si c'est pas Red Queen ou je sais plus trop quoi, bah dites-moi, parce que moi j'en ai jamais lu d'elle, donc voilà. Du coup celui-ci rentre dans le challenge. Le deuxième livre n'est pas non plus une surprise, puisqu'il s'agit du coup de Chasseurs de flammes de Hafsa Faisal, qui est donc paru aux éditions de Saxus, mais dans la collection DS. Donc dans l'histoire on parle de Zafira, qui est donc une jeune femme qui est un peu un Robin des Bois si je comprends bien, puisqu'elle va se déguiser en homme et faire face à ce qu'ils appellent Lars, qui est donc semblerait une espèce de
mal, on va dire, et qui donc fait face à ça pour nourrir son peuple. Donc on est vraiment dans ce personnage qui brave tous les dangers pour servir autrui, donc c'est quand même un personnage qui déjà est assez intéressant. De l'autre côté, on va suivre Nazir, qui est donc surnommé le prince de la mort, puisque c'est celui qui met, on va dire, qui va exécuter tous les dissidents de son père, qui est donc apparemment un tyran, le sultan. Et donc ces deux personnages-là vont être envoyés dans une espèce de quête pour aller chercher des artefacts, parce que Lars semble se répandre, et donc pour arrêter ce mal-là, il faut qu'ils aient ces objets ou ces choses, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais en plus de ça, Nazir va être chargé par son père d'assassiner Zafira, donc la chasseuse, et va s'en suivre a priori on va dire une histoire entre eux, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être ennemis, est-ce qu'ils vont être amis, est-ce qu'ils vont être amants, que sais-je. Donc écoutez, c'est un livre qui me faisait super envie parce que pour le coup là les retours étaient quand même assez bons en disant que c'était une très bonne lecture. Le seul truc qui me fait un petit peu peur c'est que c'est un DS et que du coup c'est vrai que moi j'en lis de moins en moins parce que ça me fait moins envie, parce que c'est des histoires qui, malgré le fait qu'elles soient très belles parfois, très bien écrites, etc., bah ça manque de romance, et vous savez, moi ça fait partie des choses que j'aime bien retrouver dans un livre, et donc du coup bah souvent je suis un petit peu déçue, je suis un peu sur ma faim. Donc voilà, néanmoins, comme c'est un livre que je vais absolument sortir de ma palle, parce que comme Terre brisée c'est un premier de saga, et donc à un moment donné il faut que je sache si c'est une saga dans laquelle je vais me plonger ou pas, et bien du coup il est dans le challenge. Le prochain livre, c'est un livre qui vraiment va être mis dans une palle et sera lu, parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà commencé à le lire et en fait, il y avait tellement une vibe qui disait mais mystique, magique, vraiment ambiance septembre-octobre, que je me suis dit attends, pose-le, lis-le vraiment dans cette ambiance un peu, vous savez, où les jours commencent à se raccourcir, il commence à faire nuit tôt, la journée est un petit peu grise, enfin bref, ce genre d'ambiance-là, vous m'avez capté. Et bah du coup, je sais que je le lirai à ce moment-là, donc je l'ai mis dans le challenge pour ne pas l'oublier. Il s'agit du coup de Dreams Lie Beneath de Rebecca Ross, qui est donc l'écrivaine qui a écrit Divine Rivals, si je me trompe pas, et vraiment, et en plus du coup derrière, ce qui est trop drôle, c'est que il y a un des auteurs qui donc praise, enfin en gros qui dit que c'est génial, c'est Isabelle Ibanez, donc c'est celle qui a écrit What the River Knows dernièrement, que j'ai absolument adoré. Il faut savoir aussi que Divine Rivals, je l'ai adoré cette série, donc je suis hyper excitée. Franchement, je vais être très honnête, les premiers chapitres que j'ai lus, j'ai trouvé ça ouf. Franchement, il y a une ambiance, ça fout grave les jetons par contre. Donc du coup, je sais même pas si c'est une très bonne idée d'attendre Halloween pour le lire, on verra bien, je vous raconte l'histoire. Du coup, on est dans une histoire où en fait le royaume est maudit, et en fait à chaque pleine lune, les cauchemars les plus terrifiants de tous les habitants se matérialisent et s'étendent sur les cités. Et donc nous, on va suivre Clémentine, qui est donc une magicienne avec son papa, donc qui est vraiment magicienne de père en fille, etc. Et qui en fait a pour but de récolter les cauchemars des gens. Donc en fait elle va aller chez les gens vont lui expliquer quels sont les cauchemars, et en fait quand ils vont se matérialiser, elle et son père en tant que magicien pourront plus facilement y faire face et les combattre. Donc franchement, déjà, encore une fois, j'ai envie de dire, le cerveau, enfin l'imagination de Rebecca Ross, j'ai envie de vous dire, mais vraiment cette femme est absolument incroyable, hein. Là je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle sortie aussi qui s'appelle, je crois qu'ils l'ont traduit en Le refrain de la rivière, qui est aussi une sortie Rebecca Ross sur un conte d'origine écossaise qui a l'air absolument divin. Voilà, ça sera peut-être l'année Rebecca Ross, on verra. Quoi qu'il en soit, du coup ça a l'air hyper atmosphérique, ça a l'air hyper mystique. Les premiers chapitres, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une peur bleue. C'était hyper bien écrit, mais c'était vraiment écrit un peu dans un genre conte gothique, et franchement je pense que je vais adorer ce livre, mais voilà, j'espère que je pourrai vous le présenter, parce que si du coup le refrain de la rivière a été traduit comme Divine Rivals, bah, on peut imaginer que ils traduiront celui-ci bientôt, donc j'ai bien envie de vous préparer à ça et vous dire si c'était sympa ou pas. Ensuite on va passer très rapidement sur le prochain, alors non seulement parce qu'il pèse un âne mort et que je pourrais pas rester comme ça pendant 5 minutes, mais aussi parce que, et là vous allez vraiment je pense rire de ma personne, je ne sais absolument pas de quoi ça parle et je n'ai absolument pas envie de le savoir. Donc il faut savoir que quand le prieuré de l'Oranger, qui est donc du coup la suite de celui-ci, donc là on est avec Un jour de nuit tombée du coup de Samantha Shannon, qui est donc sorti aux éditions de Saxus, c'est la même autrice si je me trompe pas qui a écrit The Bone Season, qui est aussi dans ma wishlist un jour
On verra. Et du coup, si vous voulez, en fait, quand le prieuré de l'Oranger est sorti, ça a fait un tollé incroyable. Tout le monde disait que ce livre était génial, etc. et tout. Ensuite est sorti le prequel, et un jour de Saxus a fait une espèce de truc, genre acheter les deux, quoi. Et j'ai acheté les deux sans même savoir de quoi ça parlait. Et en fait, depuis, je ne veux pas savoir, en fait, parce que je ne veux pas qu'on me spoil. J'ai envie de découvrir cette épopée vraiment de façon un petit peu de façon un peu vierge, j'ai envie de dire, pour me faire ma propre idée. Et donc voilà, donc cette année je me suis mis le prequel parce que du coup j'ai vu une de mes youtubeuses que j'aime beaucoup qui disait que là elle a sorti, Samantha Shannon, un entre-deux, c'est-à-dire un livre qui se trouve entre celui-ci, le prequel, et le prieuré de l'Oranger, et elle conseille plutôt de les lire dans l'ordre chronologique parce qu'elle voit pas trop l'intérêt de lire dans l'ordre de sortie de l'autrice. Donc si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Mais en attendant, voilà. Donc écoutez, le mois où je décide de lire ça, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose de plus. Il fait quand même 1100 pages. Je pense que depuis que j'ai lu des Ken Follett, je n'ai jamais lu de livre aussi long. Alors peut-être, j'ai envie de vous dire, même l'Empire du Vampire, je suis pas sûre qu'il fasse autant de pages. Donc bon, on verra. Mais tout ce que je sais, c'est que ça parle... c'est un genre d'épopée fantastique, que c'est plus ou moins médiéval et qu'il y a plus ou moins des dragons. C'est tout. Ensuite, il y a un livre qui me fait hyper envie, et pareil, ça fait un peu comme Dreams Lie Beneath. C'est un livre que je sais que je vais lire absolument. Il s'agit du coup de Under the Whispering Door de TJ Klune, que je pense je mettrai très prochainement, donc soit juin, soit juillet, parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai, et que vraiment, ça devient ridicule. Donc, il a été traduit aux éditions de Saxus en Sous la porte qui chuchote. Et donc dans cette histoire-là, c'est une histoire de mort, mais pas que. Donc on va suivre du coup Wallace, qui apparemment donc est décédé et va se retrouver finalement dans un espèce de purgatoire, c'est-à-dire un espèce d'entre-deux-mondes, au sein duquel il va attendre qu'on le fasse plus ou moins passer finalement dans le monde des morts. Et ce purgatoire prend la forme apparemment d'un tea shop, donc d'un café, quoi, d'un magasin de thé, on va dire. Et au sein de ce magasin de thé, il semblerait que Wallace, qui a passé toute sa vie à travailler, à visiblement ne pas vraiment profiter de la vie, ne pas profiter des gens, etc., va peut-être vivre la semaine la plus extraordinaire pour lui de sa vie, entre guillemets. Donc moi ça me touche beaucoup. Alors pourquoi je l'ai pas lu jusqu'ici, ça va être un peu bête, mais c'est une histoire de peur. C'est-à-dire que j'ai lu du coup The House in the Cerulean Sea, donc la maison dans la mer céruléenne, ou sur la mer céruléenne, je me souviens jamais comment il s'appelle, désolée, de TJ Klune il y a 2 ans, 3 ans. Et j'ai eu un coup de cœur monumental pour ce livre, j'ai eu un coup de cœur monumental pour la plume, pour la douceur, pour l'authenticité que cet auteur arrivait à nous transmettre à travers son histoire. Vraiment, enfin, il s'est passé quelque chose, en fait, c'est vraiment un moment de lecture important dans ma vie lectrice. Et j'ai hyper peur d'en lire un autre et d'être ultra déçue et de me dire mais en fait si ça se trouve le coup de cœur que j'avais je le relirai maintenant, je le trouverai bof, enfin voilà, j'ai peur que ça vienne un petit peu chambouler, on va dire, toute la vision que je me suis faite autour de ce livre là, et donc voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant je ne l'ai pas lu, mais il est grand temps que je donne une nouvelle chance du coup à TJ Klune. Ensuite il y a un livre qui me fait ultra envie, mais pareil je le garde vraiment pour la période d'Halloween, d'automne et tout, parce que c'est pareil, j'avais lu le premier chapitre et je m'étais dit oh là 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 là, ça va envoyer du très lourd je pense, et donc du coup je préférais le garder pour plus tard. C'est Little Thieves de Margaret Owen. Sachez qu'il a été traduit sous un nom que j'avais en tête il n'y a pas 2 secondes, qui s'appelle Vania et le loup, je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est un conte plus ou moins horrifique, enfin c'est un conte qui a l'air un peu gothique, on va dire, donc ça doit être le thème, on va dire, mais il me fait super envie et j'ai vraiment envie de me plonger dans cette histoire, et j'espère que cette année, pour l'automne, j'aurai vraiment envie de cette vibe, parce que l'année dernière j'avais trop envie d'une vibe vampire, machin et tout, et je sais pas vous expliquer pourquoi, ça l'a pas fait de ouf. Donc cette année, on croise les doigts. Donc celui-ci, ça raconte l'histoire du coup d'un conte où on dit voilà, il était une fois une magnifique princesse
et une très gentille princesse, pardon, et sa très très mauvaise maid, sa très mauvaise servante. La servante un jour vola finalement le visage de la princesse et lui vola toute sa vie, y compris son amoureux, mais un jour elle fut arrêtée, elle fut condamnée pour ses crimes, et là ensuite la princesse vécut heureuse à jamais. Sauf qu'à la fin il y a marqué, ou en tout cas c'est ce que l'histoire raconte, puisque maintenant il est à présent temps d'avoir la version de l'histoire de la servante. Donc je suis hyper hypée, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Si je me trompe pas en plus, je crois qu'il y a plusieurs tomes et que ils avaient commencé à traduire le premier, je ne sais pas s'ils ont traduit la suite pour autant, parce que je crois que la suite s'est vraiment fait attendre pendant pas mal d'années, donc limite c'est pas plus mal qu'ils soient restés dans la bibliothèque, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est le genre de livre, vous voyez, ça, pour moi ça me fait tellement penser aux livres du type Rachel Gillig, vous voyez, ce genre de truc hyper atmosphérique, un peu ambiance glaçante, on ne sait pas trop à qui faire confiance, on ne sait pas trop qui sont les gentils et les méchants, tout est un peu gris. J'ai hâte, du coup j'ai juste trop hâte de voir si ça a tenu ses promesses, et franchement j'étais allée voir les quelques commentaires sur Goodreads et les gens disaient que c'était quand même un livre extrêmement bien, donc on verra. Le suivant c'est pareil, c'est un livre qui a l'air assez bizarre, et ça sera mon premier livre de l'autrice. Il s'agit du coup de Masters of Death de Olivia Black. Alors c'est pareil, Olivia Black c'est celle qui a écrit The Atlas Six, qui a aussi écrit One for My Enemy, si je me trompe pas, et je vais vraiment pas vous dire de bêtises, donc The Atlas Six c'est sûr il a été traduit, il me semble que One for My Enemy a été traduit également, je vais pas vous dire de bêtises, et je vérifierai si c'est pas le cas, je vous mettrai un petit, je me suis trompée. Et là, du coup, c'est Master of Death, qui était sorti du coup il y a un an quand j'étais en Angleterre, dans cette édition un peu trop cool, avec des trucs à l'intérieur et tout. Vous voyez par contre sur le livre en soi, rien du tout. Mais voilà, j'avais craqué parce que j'avais craqué sur la beauté du livre. En fait, en lisant la quatrième de couverture, je m'étais dit, mais mon dieu, ça a l'air trop cool. Donc dans cette histoire, on va suivre du coup Viola, qui est donc une vampire et qui est aussi une agente immobilière. Voilà, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et qui veut absolument vendre une maison, mais en fait dans cette maison, il y a un fantôme qui a été assassiné et qui dit, mais en fait si tu résous pas le mystère de ma mort, il est hors de question que je quitte les lieux. Donc Viola elle se dit, bon super, je suis pas dans la merde. Et donc du coup elle va faire appel à Fox, qui se dit être médium et qui normalement devrait pouvoir l'aider, mais en fait c'est une énorme fraude, il est pas du tout médium. En revanche, il s'avère que ce serait le filleul de la mort. Donc, on sait jamais, hein, peut donner un coup de main, j'ai envie de dire. Et donc Viola et Fox vont devoir plus ou moins faire équipe pour se lancer dans cette quête, dans cette résolution, dans cette enquête, pour savoir pourquoi le fantôme a été assassiné. Mais il semblerait qu'ils y soient vraiment un peu forcés, donc ils vont y aller bon gré mal gré, ils vont être rejoints par pas mal de personnages qui vont venir les aider. Bref, ça a l'air bizarre, ça a l'air assez drôle, ça a l'air assez cocasse, donc je pense que ça peut être vraiment très cool. En plus les praise derrière, pareil, ils disent que c'est vraiment genre plein de passion, que c'est assez drôle, que c'est brillamment écrit et tout, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on lit du Olivia Black. Moi tous les retours que j'ai eus, déjà, je trouve que c'est une autrice qui laisse pas indifférent, donc soit les gens ils ont adoré Atlas Six, soit ils ont pas du tout aimé, mais en tout cas il n'y a pas ce côté je me suis ennuyée, je vois pas pourquoi j'ai lu ça, etc. Pareil, One for My Enemy, qui était donc une réécriture de Roméo et Juliette, c'est la même chose, les gens soit ils sont là, oh là là c'est le meilleur livre de l'année, soit ah j'ai pas du tout aimé, je comprends pas qu'on ait fait ça avec le livre et tout. Bref, tout ça pour vous dire que cette autrice en tout cas déchaîne les passions, et que bah du coup moi j'ai bien envie de me faire ma propre idée, mais avec un livre qu'on n'a pas beaucoup vu passer. Je vous dirai. Et après, il y a un livre que j'ai acheté pour le coup, ça fait vraiment très longtemps. Je pense que j'avais dû vous le présenter à la période de Noël parce que vraiment, il m'interpelle et à la fois, j'y suis jamais allée alors que je sais pertinemment que c'est un livre que je pourrais adorer. C'est The Afterlife of Holly Chase de Cynthia Hand, qui malheureusement, je ne crois pas qu'il ait été traduit. Alors, est-ce qu'on peut juste se parler de la beauté de ce livre? Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il a des edges qui sont comme si c'était un parchemin, vous voyez qu'il n'était pas vraiment fini. Bref,
trop beau. Et là en fait on est dans une réécriture de A Christmas Carol de Charles Dickens, du coup que j'ai lu en hiver dernier, que j'ai absolument adoré. Donc là on est avec Holly qui est donc une personne détestable, et elle aussi, comme Scrooge, va recevoir la visite des fantômes du passé, présent et futur Noël, mais à l'inverse de Scrooge qui va évidemment écouter les fantômes et changer et devenir un petit peu moins une horrible personne, elle, pas du tout. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle va mourir, et elle va devenir un fantôme des Noëls passés. Et donc elle va sans arrêt, voilà, aller visiter des gens, leur dire c'est pas bien, faut pas que tu fasses ci, machin, nanana, jusqu'au jour où elle en a marre, et elle décide de changer les choses. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi? Est-ce qu'elle va enfin décider d'essayer d'être une meilleure personne? Je ne sais pas, mais en tout cas, celui-ci, cette année, soit je craque pendant l'année, j'ai envie d'un truc un peu Noël, soit je me le garde pour la période de Noël, mais c'est sûr que celui-ci, je le sors. Après, pareil, un livre qui est là depuis 1000 ans, c'est Dorothy Must Die de Daniel Page. Alors, je sais pas si celui-ci a été traduit, je pourrais pas vous dire. C'est pareil, je l'avais acheté sous recommandation de Margot Liseuse dans les premières années où je la suivais, ça te fait un bail, ça va faire plus de 10 ans. Et du coup, ça a l'air vraiment très cool parce qu'on est dans une réécriture du Magicien d'Oz. Sauf que là, on suit une nana qui s'appelle Amy, qui va arriver finalement à Oz et qui a été appelée par ce qu'ils appellent attendez, le truc révolutionnaire de je sais plus quoi, genre le comité révolutionnaire d'Oz. Donc bref, donc un espèce de rébellion, quoi, qui veut en fait mettre fin à Dorothée. Donc c'est-à-dire que sa mission, c'est elle doit retirer du coup le cœur de l'homme de fer, retirer le cerveau de l'épouvantail et retirer le courage du lion, mais surtout tuer Dorothée. Donc, incroyable, je ne sais pas du tout pourquoi, mais apparemment, en fait, il semblerait que quand elle va arriver, Oz est vraiment en train de s'écrouler. Elle se rend compte que finalement, les gentils fées sont pas si gentils et que les méchantes sorcières ne sont pas si méchantes. Donc il y a un petit côté wicked aussi qui, je pense, peut être très très cool. Moi, là, j'ai vu le premier film, j'ai un énorme coup de cœur, donc du coup, maintenant, je suis bien hypée pour lire ce livre-là. Donc je ne sais pas malheureusement s'il est en français. Si c'est le cas, je vous mettrai une petite photo. Sinon, écoutez, on va tester en anglais. Désolée, il y avait pas mal de livres en anglais dans cette pile, mais comme je vous expliquais, pendant un temps, je m'offrais beaucoup d'éditions spéciales américaines, et donc du coup, il m'en reste pas mal, quoi, donc quand c'est traduit, je vous le dis. Et le dernier livre, du coup, qui n'a absolument rien à voir, il s'agit de La colline aux esclaves. Donc c'est un Charleston à cette époque, vous voyez, où on avait encore les gros pavés rouges dans les Charleston, donc ça fait un petit moment qu'il est là. Et celui-ci, pourquoi je vais absolument sortir? Parce que c'est un livre que j'avais commencé à lire, que j'avais beaucoup aimé. Ah voilà, il y a encore mon marque-page dedans, regardez, ça marque-page Fairy Loot, je ne vous mens pas. C'était un marque-page de février 2018. Voilà. Et en fait j'avais beaucoup aimé le début et comme vous voyez j'ai lu 50 pages, je l'ai posé et malheureusement je ne l'ai jamais repris, mais pour aucune raison. Et donc là je me suis dit, cette fois c'est la bonne. Du coup je vous lis l'histoire. États-Unis 1791, après avoir perdu ses parents lors de la traversée de l'Atlantique, Lavinia, une jeune Irlandaise âgée de 7 ans, se retrouve domestique dans une plantation de tabac pour rembourser son passage. Alors là, il est marqué domestique, mais en fait, on va dire esclave, hein, parce que quand t'as 7 ans, t'es obligé de travailler pour rembourser le fait que tu n'as pas pu payer ton bateau. On va appeler ça esclave, plus ou moins. Placée avec les esclaves de la cuisine sous la protection de Belle, fille naturelle du maître, Lavinia apprend à faire le ménage et le service guidée par l'amour et la force tranquille de sa nouvelle famille. Cependant, malgré tous ses efforts, elle ne peut faire abstraction de sa peau blanche et pénètre peu à peu dans l'univers de la grande maison. Lavinia parviendra-t-elle à chevaucher deux mondes que tout oppose? Donc écoutez, ça a l'air très cool. En effet, je me souviens maintenant que ça parlait de comment cette petite fille, en fait, qui est blanche, va être plus ou moins acceptée au sein des esclaves noirs, du coup, de la plantation, et à quel point ils vont justement essayer d'en faire l'une des leurs sans que ça n'en soit vraiment jamais une. Donc ça a l'air très beau comme histoire. Je sais pas du tout s'il y a une histoire d'amour après à un moment donné, ce qui pourrait pas être impossible parce que si elle grandit comme ça avec plein de gens, au bout d'un moment on peut imaginer qu'elle tombe amoureuse de l'un d'eux. Mais voilà, moi ça m'intriguait beaucoup et je sais que c'est un livre qui a beaucoup plu.
Donc voilà, je me suis quand même casé un peu un petit roman historique dans cette catégorie de livres. Donc voilà, c'est la catégorie des livres que j'ai envie de lire de grand format cette année. Donc comme je vous disais, je vais essayer de les rajouter petit à petit dans ma palle, au moins, vu le nombre de mois qui restent, je dirais au moins 1 ou 2 par mois. Et comme je vous disais, mon petit objectif à chaque fois, c'est vraiment d'en lire 100 pages et de me dire, parce que moi c'est mon seuil, à 100 pages, si j'accroche pas, j'arrête. Comme ça que je sache si j'ai plein de nouvelles séries qui vont se commencer cette année ou pas. Tout. L'avenir nous le dira. Sachez que je vous ai prévu une autre vidéo bientôt avec des livres un petit peu l'inverse, c'est-à-dire des livres que j'ai un peu commencé, que j'ai un petit peu pas aimé, que j'ai pas trop accroché, ou que des années plus tard, en fait, quand je les vois dans ma bibliothèque, j'ai jamais trop envie de les prendre, et je me dis, mais ceux-là, en fait, il faut que je lise pareil, 50, 100 pages, et ensuite que je décide si oui ou non je les garde. Donc je vous ai prévu ça aussi dans les semaines à venir, et malheureusement, j'ai fait le tour tout à l'heure en regardant un peu ma bibliothèque, il y en a un petit peu plus que prévu, donc c'est un peu dommage. C'est pas très grave, je vous montrerai tout ça et on en discutera ensemble, qui sait, vous aurez peut-être des retours à me faire sur certains d'entre eux. Si certains des livres que je vous ai présentés vous font envie, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me refaire un retour, ça me ferait très plaisir, comme toujours. Sinon, n'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture en cours et ce que vous lisez ces temps-ci, que vous adorez. Ça aussi, ça m'intéresse toujours. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de merveilleuses lectures. À bientôt, bye bye!